Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'anatomie de la vessie et de l'urètre. Elle sera présentée par le professeur Saïdi, donc service d'anatomie générale de l'établissement hospitalo-universitaire d'Oran. Donc le plan de la question, on commencera avec une introduction, sera penché sur l'origine donc du système urinaire, une embryologie donc des organes de l'appareil urinaire, une étude anatomique descriptive donc de la vessie, sa forme, sa morphologie externe, la morphologie interne, constitution interne, ainsi que les moyens de fixité du rein au niveau de la région lombale et surtout les rapports anatomiques des deux reins, car ils sont très différents. Puis nous allons voir ensemble la vascularisation et l'innervation de la vessie. Enfin, une anatomie de l'urètre, donc chez l'homme et chez la femme, et surtout une anatomie fonctionnelle, une approche clinique sur les différentes pathologies. Surtout, on sait très bien qu'il y a la diversité de la pathologie de l'appareil urinaire, donc ça pose un problème sémiologique et clinique, d'où l'intérêt de la connaissance parfaite de l'anatomie. Donc les objectifs de cette étude, l'étudiant doit être capable de connaître l'anatomie descriptive de la vessie, la situation de la vessie chez l'homme et chez la femme, les rapports de la vessie chez la femme et chez l'homme. Il doit être capable aussi, l'étudiant, de définir les différentes parties anatomiques de l'urètre chez l'homme, car c'est différent par rapport à la femme. Connaître la vascularisation artérielle et veineuse de la vessie, connaître parfaitement le drainage lymphatique avec ses différents groupes ganglionnaires, car la pathologie néoplasique, elle est très fréquente. Donc ainsi, pour déterminer le curage ganglionnaire, pour les pathologies cancérologiques de la vessie, donc il est fondamental de connaître le drainage lymphatique de cet organe. Et enfin, connaître l'anatomie de l'urètre chez la femme. Donc on commencera par l'introduction. Donc on voit très bien sur ce slide une coupe sagittale portée sur le pelvis, le bassin et même la région abdominopelvienne. Donc la vessie est un réservoir musculo-membraneux. C'est un réservoir musculo-membraneux contenant l'urine, Donc la vessie est un réservoir musculo-membraneux contenant l'urine qui s'accumule et séjourne dans l'intervalle d'émission. Elle est protégée, comme on voit ici sur la coupe sagittale, par le pubis en avant. On voit très bien. Elle est malléable, donc elle est maillable en fonction du remplissage. Donc ça veut dire qu'elle va s'aplatir lorsqu'elle est vide. Extensible, de forme sphérique, donnant l'aspect du globe vésical. La vessie, elle peut être explorée grâce
aux techniques de la cystoscopie. Donc pour visualiser surtout les parois de la vessie, vu la diversité de la pathologie. Donc un rappel embryologique, la vessie est composée de deux parties distinctes sur le plan embryologique. Et même ils sont distincts sur le plan anatomique. Il y a la calotte vésicale. La calotte vésicale, c'est la partie mobile de la vessie. Et cette partie mobile, elle provient de l'endoblaste, ce qu'on appelle la lantoïde. Le trigone vésical, c'est la partie fixe de la vessie. Son origine est différente. Elle provient du mésonéphrotique. Donc cette différence d'origine, elle est fondamentale sur le plan clinique et sémiologique. Donc pour l'étude anatomique, donc sur cette vue, on a dit que la vessie est un organe creux sous-péritonial. Elle contient l'urine entre chaque miction. Pleine, elle devient abdominopelvienne. Regardez l'extension ici en rouge. Et peut être palpée au niveau de la région de l'hypogastre lorsqu'elle est pleine. Donc le globe vésical, donc il est palpable dans la région de l'hypogastre. Donc voilà la vessie. Et regardez l'extension lors du remplissage. Vide, elle est uniquement pelvienne. Lorsqu'elle est vide, donc elle est de situation pelvienne. La capacité moyenne de la vessie est de 300 millilitres. Mais elle peut atteindre jusqu'à 2,5 litres au maximum lorsqu'elle est distendue. Elle comporte deux parties. Donc une partie supérieure, mobile, c'est le dôme vésical. Il provient, comme on a dit précédemment, embryologiquement de la lantoïde. La partie inférieure, elle est fixe. C'est le trigone de Lito, ou bien Wolf. Elle présente trois orifices. Un orifice inférieur, ou bien l'orifice urétral, appelé aussi le col de la vessie, situé à la partie moyenne du pubis. Deux orifices supérieurs, ou uritéraux, qui s'abouchent à la partie postéro-inférieure de la vessie. Ils sont séparés l'un de l'autre, 2 cm environ. Voilà la vessie sur ce slide. Donc ça, c'est une coupe sagittale. La région donc pelvienne, on a agrandi, on voit très bien donc la vessie avec ses différentes parois. Donc la forme de la vessie dépend de son état de réplétion.
La vessie vide, elle a la forme d'une cupule présentant une face supérieure, triangulaire à sommet antérieur. Donc, voilà, le sommet il est antérieur. Une face antéro-inférieure, et on la voilà, elle est convexe. Cette face antéro-inférieure. Une face postéro-inférieure, ou bien ce qu'on appelle la base de la vessie. Ces deux faces se rejoignent au niveau du col de la vessie en bas. Regarde, les deux faces, postéro-inférieure et antéro-inférieure, ils vont se rejoindre à ce niveau, au niveau du col de la vessie, le col vésical. 3 bords, donc un bord postérieur et 2 bords latéraux. 3 angles, 2 bords, 2 angles postérieurs et un angle antérieur en regard du lorac. La vessie pleine, lorsqu'elle est pleine, elle prend une forme globuleuse, ovoïde, avec une grosse extrémité postéro-supérieure. Pour la situation de la vessie, sa situation varie en fonction de son état de vacuité. La vessie vidée, elle est située dans la cavité pelvienne. Située dans la cavité pelvienne. En arrière de la symphyse pubienne, voilà, un segment osseux. Au-dessus du diaphragme pelvien, le périnée. Donc elle est située au-dessus du diaphragme pelvien. Sa situation varie en fonction de son état de vacuité et de remplissage. Chez l'homme, elle est en avant du rectum. Chez l'homme, elle est située en avant du rectum et les vésicules séminales et au-dessus de la prostate. Voilà la prostate, vésicule séminale et le rectum. Chez la femme, elle est en avant de l'utérus, le voilà, et le vagin. Donc lorsqu'elle est vide, elle a une situation pelvienne, mais lorsqu'elle est remplie, elle déborde la situation pelvienne et elle va devenir abdomino-pelvienne. Pour les dimensions de la vessie, donc pour une vessie vide, diamètre antéro-postérieur, il est de 5 à 6 cm. Le diamètre transversal, il est de 7 cm. Pour une vessie pleine, le diamètre antéro-postérieur, il atteint 6 à 10 cm, parfois 12 cm. Le diamètre transversal, il est de 8 à 10 cm. La capacité de la vessie, normalement, c'est 250 à 300 ml. Mais elle peut atteindre 2 à 3 litres, surtout en présence d'obstacles, ce qui réalise le globe vésical qui déborde la région pelvienne, il devient abdominopelvien. Donc pour la morphologie externe de la vessie, on voit ici très bien, une vessie présente à décrire un corps
avec deux faces supérieures, concaves et triangulaires, à un sommet antérieur, et une face antéro-inférieure convexe et triangulaire à sommet supérieur. Le fundus, ou bien la base de la vessie, postéro-inférieure, triangulaire, avec un sommet inférieur, c'est le col de la vessie. C'est le col de la vessie. Toujours en morphologie externe, donc sur ce slide, l'agrandissement de la vessie présente à étudier trois bords. Un bord postérieur, transversal, limite à la face supérieure de la base. Les deux bords latéraux, voilà, les deux bords latéraux qui séparent la face supérieure de la face antéro-inférieure. Et voilà les deux bords latéraux. Un col vésical se continuant par l'urètre chez les deux sexes, féminin ou bien masculin. Le col vésical se continuant par l'urètre. Voilà chez l'homme. Un apex antérieur qui se prolonge par l'ouraque. C'est le vestige embryonnaire reliant la vessie à l'ombilic. Donc la vessie subit plusieurs modifications lors du remplissage. Pour les faces qui concernent les faces supérieures et antéro-inférieures, se distinguent, donnant ce qu'on appelle le dôme vésical, une forme ovoïde et globuleux. Les bords latéraux deviennent des faces. Malgré la distension vésicale, la base garde sa forme initiale. La vessie est constituée donc de deux parties distinctes. Un dôme vésical qui est mobile, il est aussi extensible. Et une base, ou bien le trigone vésical, c'est la partie fixe de la vessie. Donc ici dans ce slide, on va déterminer la loge vésicale. Là, voilà la loge vésicale, c'est une loge ostéofibreuse contenant la vessie. Elle est constituée par en haut le péritoine qui tapisse la face supérieure de la vessie. Il se continue en avant avec le péritoine pariétal antérieur, constituant ce qu'on appelle le cul-de-sac viscéral. En arrière de la vessie, il tapisse la loge génitale. La loge génitale qui est différente, chez la femme, c'est le cul-de-sac vésico-utérin, alors que chez l'homme, c'est le cul-de-sac vésico-génital, situé entre la vessie et les vésicules séminales. Et le cul-du-sac rectogénital de Douglas, c'est entre la loge génitale et la loge rectale. Donc pour la loge vésicale, en avant et latéralement, le fascia ombilico-prévésical. En arrière, chez l'homme, c'est la lame prostatopéritoniale de Dénovilliers. Alors que chez la femme, c'est le septum vésico-vaginal. Et latéralement, d'avant en arrière, ou bien d'arrière en avant, on a les lames sacro-recto-génito-pubiennes. Pour la morphologie interne, sur ce slide, une vessie ouverte, la surface interne de la vessie est de couleur rosée. Chez le vivant, elle présente 3 orifices. Au niveau de sa base, on les voit très bien.
un ostéum urétral, il est là, de forme circulaire, situé au niveau de la base, exactement dans la partie médiane. Les deux ostéums urétéraux, les voilà de part et d'autre, situés de part et d'autre de la partie médiane, à 3 cm de l'ostéum urétral. Toujours la morphologie interne au niveau de la vessie à l'aide de la cystoscopie. La visualisation à l'intérieur qui objective une muqueuse rouge d'aspect variable, lisse chez l'enfant, aréolaire chez l'adulte, embourlée chez le sujet âgé. La paroi vésicale est formée de 3 tuniques. La tunique la plus externe, l'adventice, tissu conjonctif, doublé par le péridoine. La tunique moyenne, c'est la musculeuse. On la voit ici, l'épaisseur de la musculeuse. C'est la musculeuse du détrusor. Elle comporte 3 couches de muscles, superficielle longitudinale, moyenne circulaire, qui forment au niveau du col le sphincter vésical, et profonde, une couche profonde plexiforme. La tunique interne, la voilà, c'est la muqueuse vésicale. Les moyens de fixité de la vessie. Donc ça, c'est une coupe sagittale médiane du petit bassin chez l'homme. La vessie est fixée dans sa loge vésicale par les enveloppes fibreuses qui constituent cette loge, fixée aussi par les ligaments pivots, vésicaux, qui maintiennent la vessie. C'est des faisceaux fibromusculaires qui se termine sur la face postéro-inférieure du pubis et de la symphyse pubienne. C'est des attaches qui sont très puissantes. Elle est fixée aussi, la vessie, par les cordons fibreux de l'oraque. On la voit très bien, en avant et en haut. C'est les vestiges des artères ombilicales, embryologiquement. Les ligaments génitaux sacro chez l'homme et vésico-utérins chez la femme aussi. Donc une insuffisance du système de fixation ou bien un relâchement va nous donner ce qu'on appelle la cystocèle. Donc ici, sur une coupe sagittale du bassin, chez la femme, on voit très bien les rapports anatomiques de la vessie. Ils sont multiples, rapports dans la loge vésicale et rapports par l'intermédiaire de cette loge. Donc ça, c'est une coupe sagittale, donc chez l'homme et chez la femme. Et on voit très bien la différence des rapports anatomiques chez la femme et chez l'homme. Les rapports dans la loge vésicale. La loge vésicale contient, outre la vessie, il y a l'oraque, les vaisseaux et les nerfs de la vessie. Il y a le segment terminal des urétères qui sont compris dans cette loge vésicale. Les rapports donc de la vessie chez l'homme sur une coupe sagittale du bassin, la face supérieure de la vessie, elle rentre en rapport par l'intermédiaire du péritoine avec l'intestin grêle
et surtout le côlon sigmoïde. La face antéro-inférieure, elle rentre en rapport par l'intermédiaire du fascia ombilico-prévisical avec la symphyse pubienne, elle est là, le segment osseux du pubis. L'espace rétropubien et préviscéral de Retzius. Aussi le muscle obturateur interne et surtout le relevaire de l'anus. Ça, c'est des rapports intimes. La base, ici en bas, la base vésicale, elle est recouverte par le fascia rétrovisical. Elle rentre en rapport intime avec le triangle interdifférentiel. Les vésicules séminales et les urétères, les voilà ici. Le col vésical chez l'homme est entouré par cette grosse glande, c'est la prostate, elle est là. Elle entoure carrément le col vésical. Les rapports chez la femme sont différents. La face supérieure, elle rentre en rapport par l'intermédiaire du péritoine avec, regardez, l'utérus et les ligaments larges. La face antéro-inférieure, elle est en rapport par l'intermédiaire du fascia ombilico-prévisical avec la symphyse pubienne, voilà, l'espace rétropubien prévisical de Retzius et le muscle obturateur interne ainsi que le relevaire de l'anus. La base vésicale, elle est recouverte par le fascia rétrovisical. Elle rentre en rapport avec le col de l'utérus, regardez ici, et le vagin, ainsi que les urétères. La vascularisation de la vessie, on parle de vascularisation artérielle, veineuse et drainage lymphatique. Pour la vascularisation artérielle, les branches artérielles s'anastomosent largement autour de la vessie, réalisant un réseau fonctionnel et nourricier pour la vessie. La vascularisation artérielle, elle est de type anastomotique. Donc l'intérêt est très important dans les résections vésicales, dans la cure chirurgicale des tumeurs de la vessie. La vascularisation veineuse née du réseau veineux traverse les structures vésicales avant de constituer des troncs veineux homologues aux branches artérielles. Ils sont satellitaires. Le système veineux draine vers la veine cave inférieure. Les lymphatiques sont des chaînes tributaires des troncs artériels vésicaux, tiennent une importance fondamentale dans les cures cancérologiques de la vessie. Sur ce slide, donc, on voit très bien les vaisseaux artériels et la vascularisation de la vessie. La vascularisation artérielle de la vessie est assurée par plusieurs artères. Ces artères naissent directement de l'artère hypogastrique. Anciennement, iliaque interne, branche de l'aorte. Voilà. Les artères vésicales supérieures, branches collatérales des artères ombilicales et obturatrices. Les artères, ou bien l'artère vésicale inférieure, branche de l'artère hypogastrique aussi. L'artère vésicale antérieure, branche de l'artère honteuse interne. Les rameaux vésicaux des artères hémorroïdales aussi, moyennes
de l'artère vésiculo-différentielle et de l'artère vésico-prostatique chez l'homme. Donc tous ces réseaux artériels réalisent un véritable réseau artériel autour de la vessie qui assure la vascularisation artérielle. Il y a aussi l'artère utérine chez la femme et vaginale, longue. On voit très bien ici le réseau périvésical réalisé par les différents axes artériels qui proviennent de l'hémorroïdale moyenne, de la honteuse et de la vésicale supérieure et la vésicale inférolatérale ainsi que l'artère vésicale antérieure. Donc c'est un réseau très important donc, qui assure la vascularisation artérielle. Le drainage veineux est satellite des artères. La vascularisation veineuse de la vessie est assurée par un réseau veineux. Le voilà, pré ou bien périvésical. En avant, c'est le plexus veineux rétropubien de Santorini qui se jette dans les veines honteuses internes et obturatrices. Latéralement, c'est le plexus vésical qui se jette dans les veines hypogastriques directement. Voilà ici les réseaux veineux formés par les veines vésicales latérales et postérieures, les veines vésicales antérieures, le plexus veineux prostatique chez l'homme et les veines génitovésicales de Farabeuf ainsi que les veines vésicales. Donc tout va se drainer vers la veine iliaque interne ou bien la veine hypogastrique, puis la veine cave inférieure. Pour le drainage lymphatique, sur cette vue frontale, on voit très bien donc, les différents nœuds lymphatiques et leur disposition. Le drainage lymphatique de la vessie est très important. Les collecteurs lymphatiques accompagnent les artères vésicales, se dirigent vers les nœuds lymphatiques iliaques externes et iliaques internes de la région ici du promontoire. On les voit très bien. Ces anastomoses entre les différents nœuds et groupes lymphatiques ont une grande importance cancérologique dans le traitement des cancers de la vessie. D'où l'intérêt de la connaissance parfaite de la topographie lymphatique de cette région. Voilà ici sur ce slide donc, les différents donc, nœuds lymphatiques. On les voit ici. Hein? Ils sont satellites des artères. Hein? Pour l'innervation de la vessie, est assurée par 3 systèmes qui proviennent du plexus hypogastrique. Parasympathique, sympathique et somatique. L'innervation parasympathique, elle est assurée par les branches antérieures du 2e, 3e et 4e nerf sacré. Alors que l'innervation sympathique, elle provient des D11 jusqu'au L3. Et elle est responsable de la continence urinaire. L'innervation somatique emprunte le nerf honteux interne qui innerve le sphincter externe. On voit très bien le plexus nerveux autour de la vessie qui provient des nerfs sacrés et les nerfs lombales. Pour l'anatomie de l'urètre, elle est différente chez l'homme et chez la femme, soit sur le plan morphologique, dimension,
ainsi que les rapports anatomiques sont très très différents. Déjà chez la femme, l'urètre mesure 2 à 3 cm, alors que chez l'homme, il est composé de plusieurs portions, de 14 à 18 cm. L'urètre masculin, le voilà, mesure 16 à 18 cm de longueur, 7 mm de largeur. Deux segments, l'urètre postérieur et l'urètre antérieur. L'urètre postérieur, il comporte deux segments. L'urètre prostatique, le voilà, et l'urètre membraneux. L'urètre prostatique, il traverse la prostate, la voilà la prostate. Il reçoit les sécrétions des glandes prostatiques et les canaux éjaculateurs qui s'abouchent au niveau du colliculus séminal. Alors que l'urètre membraneux, entouré du sphincter strié, voilà, traverse le plan musculo-aponeurotique du périnée, bien du diaphragme pelvien, pour entrer dans la région périnéale. L'urètre toujours masculin, pour l'urètre antérieur ou bien spongieux, situé dans le corps spongieux, comporte aussi deux segments, un segment périnéal et un segment pénien. Le segment périnéal ou bien l'urètre bulbaire dans lequel s'abouchent les glandes de Cooper. Et le segment pénien, il est mobile, dans lequel s'abouchent les glandes de l'itéré. Il se termine par un méa au niveau du sommet du gland. Voilà ici sur ce slide l'urètre chez l'homme, vue d'ensemble. Donc la vessie, et voilà, regarde le col, la partie prostatique, sphincter strié, la partie membraneuse, voilà. Puis toute cette partie spongieuse qui est mobile. Donc l'urètre féminin, il est en rapport avec la paroi antérieure du vagin. Il est en rapport avec la paroi antérieure du vagin, là voilà, la paroi antérieure du vagin. Par l'intermédiaire de la cloison urétro-vaginale, traverse le diaphragme pelvien entouré d'un sphincter strié. Voilà sur une coupe sagittale, on voit très très bien l'urètre féminin en rapport avec le vagin. Et ça, c'est une coupe frontale du pelvis chez la femme, passant par la vessie. On voit très très bien ici l'urètre qui débouche directement dans la vulve. Donc pour l'anatomie fonctionnelle de la vessie, la fonctionnalité de la vessie est fondamentale. La miction nécessite la synergie fonctionnelle de la vessie et aussi de l'urètre. Cette anatomie fonctionnelle est marquée par la phase de réplétion, la phase mictionnelle et l'interruption du flux urinaire. L'absence de la coordination entre la vessie et l'urètre provoque plusieurs troubles. Ce qu'on appelle la stabilité vésicale, aussi l'incontinence, la rétention et la dysurie. La diversité de la pathologie entraîne donc des troubles fonctionnels, surtout pour la vessie neurologique.
Donc toujours anatomie clinique, on voit très bien ici la pathologie visquée ne demandait pas. Donc la pathologie vésicale est dominée. Elle est dominée par la pathologie cancéreuse. C'est les tumeurs de la vessie. Ils sont très fréquents, surtout chez l'homme. Donc la vessie, elle est palpable à l'examen clinique, surtout lorsqu'elle est pleine. Donc toujours on demande aux patients de boire de l'eau pour que la vessie soit très pleine et elle sera facile à l'examination. La maladie neurologique aussi, elle est très fréquente. Ce qu'on appelle la vessie neurologique, soit en pédiatrie, soit c'est les gens qui sont atteints de maladies neurologiques dégénératives, où ils font beaucoup de troubles, donc urinaires, troubles de la vessie, nécessitant une rééducation fonctionnelle et un suivi. Il y a aussi les maladies inflammatoires dominées par les cystites. Et les traumatismes enfin vésicales lors des traumatismes du bassin. Donc on voit très bien ici donc le globe vésical. Et on voit très bien donc la mise en place de la sonde chez l'homme pour l'exploration donc de la vessie et des voies urinaires. La cystoscopie, voilà le cystoscope. C'est avec ce cystoscope qu'on explore la vessie. L'imagerie de la vessie, elle est très importante car les investigations radiologiques sont fondamentales, vu la diversité de la pathologie. Donc l'imagerie de la vessie donc, nous donne un apport fondamental pour le diagnostic de différentes pathologies, surtout les pathologies cancéreuses, dominées donc par l'IRM, scanner. Donc je vous remercie pour votre attention et au prochain cours, Inch'Allah.